Voici la différence entre d'un côté EGL, un langage créé par IBM, et de l'autre côté Kotlin, un langage utilisé chez JetBrains donc, pour créer leur outil et qui est disponible aussi en open source. Alors on peut voir une première différence, c'est qu'en EGL il faut déclarer un programme qui aura une fonction main, alors qu'en Kotlin ce n'est pas nécessaire, le package est suffisant et il suffit juste de déclarer une fonction main. On voit aussi que dans les deux langages, on a créé une fonction qui s'appelle distance_to et qui prend 2 points et qui retourne un nombre décimal. Donc là, on peut noter que EGL a un opérateur de puissance qui est étoile-étoile, alors que Kotlin n'en a pas. A contrario, on a en Kotlin la possibilité de faire des data classes et en EGL de record. Alors, c'est une grande différence, même si à l'écriture ici on ne le voit pas. Donc, on va d'abord exécuter le programme pour voir ce qui se passe. Donc, je vais exécuter du Kotlin. Hop, donc il a imprimé deux choses. Alors évidemment, je vais corriger le programme Kotlin parce que il y a une erreur qui s'est glissée. Voilà, je sauvegarde, on relance. Et on a bien 2.0.2.0. Maintenant, ici, on va exécuter ce programme. Et effectivement, on ne peut pas le lancer tel quel. Là, c'est pour aller par ce truc-là. Je vais lui demander, et voilà, il nous sort bien 2.0.2.0. Donc ici, par défaut, le write_stdout a fait un soulign. Ici, par défaut, le print n'a pas fait de soulign. Donc on pourrait corriger ça. Donc on va ajouter une option qui est d'ajouter un soulign. On va y exécuter. Et on a le même affichage de deux côtés. Vous voyez, déjà il y a une différence. C'est qu'en Kotlin, on a deux fonctions. Une pour faire sans soulign et pour imprimer avec soulign. Maintenant, du côté EGL, on a un record avec des valeurs par défaut. Et on peut changer. Donc, on peut dire par exemple que c'est une constante. Alors évidemment, ça va pas. Pourquoi? Parce que ça n'est pas prévu. Donc, on ne peut pas avoir des constantes dans un record. Je vérifie quand même. Donc, voilà, donc on peut pas. En Kotlin, c'est faisable. Donc, il suffit de remplacer var par val. Et j'ai maintenant un record qui contient que des constantes. Alors, la valeur par défaut et la valeur qui est mise sont numériques. Donc, ici on peut voir qu'on a une distance entre deux points pour auront les bonnes valeurs. Et donc il n'aura pas besoin de prendre la valeur 0 qui est la valeur par défaut. Voilà, donc ça permet d'avoir des objets immutables, donc des structures immutables. Maintenant on peut améliorer le programme de droite et pas celui de gauche. On peut améliorer en plusieurs points. Ici, on voit qu'on a une méthode qui est préfixée et donc elle prend les paramètres. Évidemment, c'est pas très beau, donc ce qu'on peut faire, c'est dire que on va faire une nouvelle fonction sur la structure point. On va appeler distance_to. Voilà, et qui va prendre un autre point. Voilà. Et donc on va implémenter cette méthode et elle va retourner un double. Alors en fait c'est la méthode qui est là au-dessus. Sauf que ici on va dire c'est le point sur lequel on va appeler la méthode. Ça s'appelle this. Voilà. Maintenant il dit que ça ne va pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a 2 fois la même méthode. Donc on va enlever celle-ci qui ne sert plus. Et maintenant, ce que j'ai fait là, en fait, ça va me permettre de déplacer ce mot-là entre les deux. Et ainsi, on va lire plus naturellement. On veut imprimer la distance entre A et B. Print à distance de B. Voilà. Évidemment, on peut toujours garder notre notation. C'est une notation plus orientée objet. Les deux sont codables. Si on exécute. Alors, évidemment, dans cette déclaration, il y a ce qu'on appelle du bruit. Donc ceci n'est pas nécessaire. Et les accolades sont pas nécessaires et les retours non plus. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer tout ça par un égal. On va faire égal. Passe à la ligne. Égal quoi? Égal la formule qui est ici. Donc voilà. On a cette méthode-là égale à cette formule-là. Alors peut-on encore simplifier? Oui. C'est en prenant ce qui est ici et en le collant directement ici. Maintenant, on va laisser le data class. Donc maintenant, on a bien une data class avec une méthode. Voilà, alors, déjà, on a moins de lignes de code. Hein. On a réduit un peu. Et aussi, en fait, en mettant le data class ici, j'ai pu ajouter une méthode copy. Et également une méthode equals to. Donc, est-ce que les deux classes sont égales? Également, on peut, par exemple, extraire les valeurs d'un point. Donc ici, je vais mettre dans xy les coordonnées xy du point A. Donc je prends le point B, je fais des prints. Voilà, on va voir que xy ont pris les valeurs. Donc 1 et 3. A noter que j'ai pas dû préciser les types, puisque on connaît. Alors qu'ici, on va essayer de faire la même opération. Je vais extraire les coordonnées du point AB. Il faut faire noter que l'idée se met en erreur à chaque fois. Pas très agréable non plus. Et on va relancer. Voilà, et donc on a bien 1 et 3. Donc ici on a dû redonner les types. Voilà. Alors on peut prendre les variables constantes. Là il faut juste trouver l'emplacement. Voilà. Alors faut pas croire que c'est si simple que ça. Donc je vais créer une méthode ici qui est add. Je vais ajouter 2 entiers.
Donc, comme on peut le voir, ben, comme on peut le voir ici, add réservé, donc on met un autre mot. Donc la position du compte n'est pas cohérente, hein. Une fois à gauche, une fois à droite. Alors ici, c'est simple, c'est var ou c'est val. Var, on peut la changer, val, on peut pas la changer. Et voilà, alors je vais faire la même chose ici juste pour être complet. On va essayer de mettre ça au même endroit. Et j'utilise évidemment... ici, on peut pas mettre de val. Ni de var. Et ça résout tous les problèmes. Voilà, add. Et donc maintenant, on peut imprimer ce nombre sans endroit. Voilà. On va afficher un 3. Voilà, donc on a bien le même résultat des deux côtés. Donc, ce qui montre en fait que Eugène est un peu plus lent à écrire, un peu plus verbeux, a des inconsistances, donc il est incohérent avec lui-même. Donc bref, Eugène est plus difficile à utiliser de par sa nature. On peut évidemment rendre ça plus complexe encore en utilisant les mots-clés réservés de gel et de côté. Donc on va ajouter un petit switch. J'en mets les petits switches. Donc ici par exemple, on va mettre un premier switch. Ouais. One X. Donc c'est donc 1 à 3. Voilà. Il manque un in, voilà, est-ce qu'il est entre 1 et 3. Quatre et 5. Et enfin, 5. Peut-être que c'est plus grand que 5. On va faire ça plus grand que 5. Oui, donc plus grand que 5.
Il fallait réfléchir un peu. Et voilà, donc là on a 1 à 3, 4 à 5, et puis 5 à un maximum, valeur maximum. On va faire la même chose ici. Donc on a un one, on a son on qui va avec lui. Et là, et ben... il n'y a pas de... Voilà, quand on sait pas le faire, quoi. Et donc, on peut pas utiliser le one. Donc, le one, il permet de faire les valeurs elles-mêmes. Mais on peut pas avoir de range. Évidemment, encore moins de conditions. Voilà. Donc ici, c'est l'équivalent. Hein. Voilà. Donc voilà, on va exécuter les deux. Et on a bien le même résultat, parce que le code est censé faire la même chose. Voilà, donc ça c'est déjà des différences de simplicité d'utilisation. Un langage permet de faire des choses avancées, l'autre ne le permet pas. Notez que le langage de droite n'est pas illisible pour autant, pourtant il offre déjà plus. Alors on peut essayer par exemple de trier un tableau. Donc ici on va prendre un petit tableau d'entier. Donc je vais faire un tableau d'entier. D'ailleurs on va même pas mettre de tablings parce que voilà c'est un tableau. Et dedans on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Parce que nous dit-il? Oui, c'est parce que on va utiliser RF. De l'autre côté, on va créer un tableau. Bien entendu, pour que l'expérience soit complète, on mettre un 6 en deuxième position. Il doit aller se mettre à la fin. Alors, on va trier le tableau. Donc ici, je vais trier le tableau. Voilà. Alors, comment on veut le trier? Bah, on va le faire ça. Hop. Sans taille. Et on lui a dû passer un comparateur. Ok, bien. Le comparateur, c'est quoi? Hein. On prend deux paramètres. Et on retourne. On retourne le petit plus grand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il ne peut pas savoir ce que c'est comme paramètre. Ok. Très bien, on lui dit ce que c'est alors. Ce sont 12 entiers. Donc ici, un nouveau niveau comparateur. Donc, on va lui passer. Donc comparateur. Là, il est content. Donc, on lui a dit
Là, prenez un comparateur avec A et B. Et donc maintenant, si on fait un print LL, c'est facile. On va voir le truc. La table. Ok, on a un beau truc. Si je dis toString, elle va nous sortir ça. Donc on va lui dire plutôt type toString. Hop. Évidemment, il faut l'afficher. Donc ce n'est pas. Et voilà. Donc ici on a pas le bon résultat. Donc ouais, un truc de cas. Donc il retourne probablement une copie du tableau. Et voilà, c'est ça. Donc il touche pas le tableau original en fait. Hop. Alors on va voir c'est bien d'autres. Ouais, ça part bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est voilà. Et donc on a 6, 5, 4, 2, 1. Bon, le trait a été fait à l'envers, donc on va faire A, B, B, un autre façon. Voilà. Maintenant, on va y voir ici. Voilà. Et on doit lui passer une fonction de tri. Donc il prend les deux entiers. Vous voyez que je mets chaque fois des parenthèses.
autour de ce que je retourne, ce n'est pas par choix, c'est parce que c'est obligatoire. Alors, c'était pas aussi facile que ça, évidemment. Donc, je vais générer. Donc ici, il n'a pas réussi à trouver. Donc, il faut que je vois c'est quoi le... Sorte de chat. Ah oui, bah oui, oui. Voilà. Je peux lui passer une fonction de tri. Any. Ok. Voilà. Et alors maintenant, on peut faire... Voilà. Donc ici, je casse les deux paramètres en tant que int pour que la fonction sorte fonctionne. Et on va afficher le résultat. Et alors, ici, c'est le truc qui est sympa aussi, c'est que il n'y a pas le join. Donc on va regarder ici. Donc il n'y a pas, donc il y avait un autre truc. Donc il y a un string differ. On va encore vers celui-là, mais il n'y a pas de ok. Donc on va utiliser le string buffer. En fait c'est une classe Java que j'utilise. Donc on va ajouter... Il manque pas virgule, alors il ne sera pas complété. Et donc il faut appender ce même les éléments. C'est cool, hein? Donc, oui, donc voilà. Donc ici il n'y a pas le pour rejoindre d'échelle. Donc on doit parcourir le tableau à la main.
voilà, et donc maintenant on peut exécuter le bout de code UGL qui est dans le mauvais sens pour l'autre. Voilà, donc on a deux fois la même application qui a été implémentée. Une fait 65 lignes, une fait 38. Donc on a vu que à peu près on doublait le nombre de lignes à écrire pour une application. Et donc voilà. Évidemment on peut rendre ça encore plus difficile. Donc certaines personnes utilisent des paramètres en entrée-sortie. Donc c'est-à-dire que à la place de faire un add comme ici, ce qu'ils font c'est que ils retournent un booléen et le résultat en tant que quantité en sortie. Donc évidemment en faisant ça, ce qui se passe c'est que si on veut afficher le résultat de A et B, là on peut pas faire ça, on doit faire ceci. Puis on va passer à faire voilà, on a ceci. Donc on doit enchaîner les méthodes. Hein. Donc si maintenant on veut faire appeler deux fois la méthode, on va devoir chaque fois appeler les méthodes les unes en dessous des autres plutôt que de les appeler les unes dans les autres, un peu comme on a fait là. On appelle les unes dans les autres. Et ici, on doit appeler en deux fois, donc on crée la variable, puis on appelle la méthode. Puis on peut utiliser la variable qui a été assignée dans la méthode. Donc c'est pas top. Et donc il y a moyen de faire ça. Alors bon bah la raison c'est pas que c'est pour ajouter plusieurs types de retours puisque on pourrait le faire. Donc ici je vais donner un exemple. Et alors on pourrait très bien dire voilà. Alors je vais prendre un petit raccourci parce que en gros c'est juste voilà, une structure avec un entier et un booléen. Et maintenant ici
Voilà. Donc ici, j'ai ma méthode qui va faire addition de ABC et retourner à la somme et un booléen pour dire qu'elle a réussi. Donc maintenant, je peux faire le B est déjà pris, donc je vais mettre BO. Voilà. Donc, j'ai le même code qu'au-dessus. Évidemment, c'est du code qui est pas très joli, hein, donc voilà. Généralement, on évite de faire ça. Mais ça reste possible. Voilà, ça c'est un peu pour faire la comparaison des deux langages. Alors même en ajoutant la fonction, la classe et tout ça, j'ai toujours moins de lignes que de l'autre côté. Au final ici c'est plus lisible. Déjà parce que l'IDE peut aider un peu plus sur ce que sont les choses. Et bien évidemment, je me suis limité à des fonctions. Il n'y a pas de vraie classe dedans. Donc, je me suis limité à ce qui était disponible ici. Bien entendu, on peut faire mieux, on peut mettre des classes et des choses comme ça. On peut faire de l'orienté objet, alors ici on peut pas. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ce qui est généré. Alors ici, c'est directement compatible Java. Ça veut dire que je peux utiliser toutes les classes de Java sans devoir déclarer quoi que ce soit. D'ailleurs ici, j'importe Java Util et puis j'utilise des fonctions comme ça. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, il y a la classe scanner qui permet de lire des strings. Donc, voilà, c'est dans Java Util Scanner. Donc, si je fais import type scanner, donc cette classe n'est pas déclarée. Donc, il faut que oui, alors je vais tricher un peu ici. C'est que je vais regarder après c'est bien comment il a été défini. Donc on va tout à faire copier. C'est dans la type Java Object. Là, maintenant il faut que je prenne le bon endroit. Le package name.
et il faut ajouter une méthode. Alors là, il faut connaître la classe scanner. Donc je vais aller voir la classe scanner directement dans le SDK. Donc il y a un constructeur. Bref, il faut définir toute l'interface, c'est un peu trop long, donc j'ai même pas envie de le faire, tellement c'est ennuyant. Donc maintenant, si on compare ici, donc il faut réécrire en fait comme ça a déjà été fait pour string buffer. Il faut recopier toutes les fonctions, tous les membres de l'objet, et avec ces arguments pour expliquer comment faire la conversion en Java JL. Donc ici, je vais vous montrer la difficulté d'implémenter ceci. Voilà. Donc là, j'ai déjà accès à peu près tout ce que je veux. Hein. Donc, voilà, par exemple. Et je peux lire ce que je veux dedans. Donc il n'y avait rien à faire de particulier, ça fonctionne. Il y en a un peu de mismatch exception. Bon, parce que j'ai mal utilisé la classe, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est la grande différence entre les deux langages. Donc là, très limité avec ses librairies et des choses comme ça, très verbeux. Il permet même de faire des choses pas très propres. Et pas très interopérable avec Java. Il faut redéfinir soi-même tous les types et tout ça. Aussi, si on regarde le code qui est généré, parce qu'il génère du code. Hein. Ah ouais, donc ici en fait j'ai pas généré le Java, donc je vais faire ceci. Ah ouais. Donc il est pas très malin. On va se mettre sur le bon truc. Là, donc si je vais sur programme de général, il faut se mettre sur le nom du programme. Et donc maintenant j'ai un fichier Java qui est censé être optimisé. Donc il a créé plusieurs classes. Donc là ici c'est encore ok. C'est un peu compliqué pour ce que c'est, mais on va dire que c'est acceptable. Et donc si on regarde le programme en lui-même, ça c'est le programme. Non, non pas. C'est celui-là. Ah ben non plus. Alors c'est celui-là. Voilà, donc ça c'est l'exécution du programme. On peut voir qu'il ne fait pas d'appel de fonction. C'est encore un code assez compliqué. Donc on a droit à tout ce code-là. 131 lignes pour 36. Donc forcément ça sera plus performant. Donc on peut convertir ceci en Java. Avec un convertisseur en ligne.
peut-être pas en fait. Tester ici. En même temps, j'ai tout mis dans un fichier, donc ça convertira pas bien. En gros, y a pas... Java est juste un peu plus verbeux que Kotlin, mais pas à ce point-là. Donc ici, il y a un peu de trop de choses rajoutées. Donc voilà, c'est la différence entre Kotlin qui est fait pour être interopérable et qui génère directement du bytecode et Gel qui génère du Java. Alors ici encore, c'est la version propre, donc, parce que le code IBM est encore pire. Donc celui qui n'est pas du projet open source, c'est exagéré. Donc là, ça a été un peu nettoyé quand même, la version open source. J'espère que ceci vous permet de voir plus clair avec Kotlin contre Java.